Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire. Comme vous le savez, on attend toujours 1 à 2 minutes que les derniers participants se connectent et puis on commencera ce webinaire à ce moment-là. Donc, je vous demande encore 1 à 2 minutes de patience et on commencera très vite. Merci en tout cas à tout le monde de s'être inscrit et aux personnes aussi qui sont en train de se connecter. Je vois qu'on a de plus en plus de personnes qui se connectent. N'hésitez pas toutes et tous d'utiliser le chat, le module de questions également que vous voyez en bas à droite de votre navigateur. Vous pouvez utiliser ça pour nous poser les questions directement. Et puis, avec Cyril et Alexandra, on essaiera d'y répondre soit tout de suite, soit à la fin de cette présentation. Voilà, je vois que certains parlent aussi allemand sur le chat. Donc, ça ne va pas aider. Hein. On ne pourra pas faire la présentation en allemand. Je suis désolé. Mais on fera ce qu'on peut déjà en français. Voilà, 18h02. Les autres personnes se connecteront au cours de ce webinaire. De nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Merci Cyril, merci Alexandra d'être présents aujourd'hui pour parler au cours de ce webinaire. Comme vous le savez, très brièvement, Neofa, on pense que chaque Français a le droit, chaque épargnant français a le droit d'être bien conseillé pour son épargne, son patrimoine. C'est pour ça, non seulement qu'on a créé une plateforme qui vous aide à trouver le meilleur conseiller pour vous, indépendant, mais également que nous organisons ces webinaires toutes les 4 à 5 semaines pour vous aider à mieux comprendre, mieux appréhender, mieux créer, développer, gérer votre patrimoine. Aujourd'hui, on va aborder une thématique qui, je pense, est plutôt d'actualité. J'avoue, ce n'est pas forcément la thématique la plus originale pour un mois de janvier, mais on va essayer de parler des perspectives sur 2023 et surtout comment placer votre argent cette année. Pour ce faire, on a la chance aujourd'hui d'avoir Alexandra Nabé et Cyril Gerbert qui vont nous aider à clarifier un petit peu tout ça. Alexandra, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour commencer ? Oui, bien sûr. Bonsoir à tout le monde. Alexandra Nabé, cabinet Expertalis. Donc, moi, je suis conseil en gestion de patrimoine pour moi-même, donc indépendant depuis une vingtaine d'années maintenant. Ça ne me rajeunit pas, mais ça permet à mes clients de profiter de quelqu'un d'expérience avec une expertise. Pour être plus sérieux, j'accompagne mes clients et je les conseille dans tout ce qui est gestion patrimoniale, bien évidemment, et dans toutes leurs décisions qui concernent le patrimoine au sens large du terme. Ma spécificité est de faire de ce qu'on appelle de l'ingénierie patrimoniale. Si on considère que le patrimoine est une fusée à 3 étages, eh bien, j'analyse évidemment la rentabilité financière d'une opération, qu'elle soit immobilière ou strictement financière. Le deuxième étage de la fusée, c'est évidemment l'optimisation fiscale. Et le troisième étage, c'est l'environnement juridique dans lequel, évidemment, cette opération se fait. Je conseille évidemment des clients personnes physiques et personnes morales. Et comme je le dis très régulièrement, nul besoin d'être millionnaire pour franchir ma porte. L'essentiel, c'est de vouloir simplement le devenir. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Alexandra. J'aime beaucoup ce dernier point. Cyril, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi aussi ? Oui, bonjour à tous. Merci de nous accorder un petit peu de votre temps précieux. Merci à Neofa également d'organiser ce webinaire.
Alors, sans être aussi poétique qu'Alexandra avec cette citation, moi je viens du monde des marchés financiers. J'ai travaillé en banque une dizaine d'années. Je me suis ensuite dirigé vers la gestion de patrimoine dans un cabinet qui s'appelle Honoré Gestion Privée, qui accompagne, comme Alexandra, des clients, personnes physiques, personnes morales, sur la mise en place de stratégies patrimoniales à 360 degrés. Donc, on va accompagner au niveau des investissements financiers, immobiliers, au niveau de la fiscalité, au niveau également de la thématique civile, donc tout ce qui va être donation, succession. Donc encore une fois, l'idée c'est d'accompagner nos clients sur une vision globale de leur patrimoine pour les aider à le déployer, à le développer et à optimiser l'ensemble de leur patrimoine. Parfait. Merci beaucoup Cyril. Merci Alexandra pour ces présentations. Maintenant qu'on se connaît tous un petit peu mieux, petit rappel sur comment fonctionnent nos webinaires. Voilà, on a fait 5 petites minutes de présentation. On va avoir 40 minutes de présentation, de présentation du coup de webinaire sur la thématique de ce jour. Et puis, il y aura 15 minutes de questions-réponses à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, si vous avez des questions, des problèmes ou quoi que ce soit, à utiliser le chat qui est en bas à droite de votre navigateur. Et puis, on se chargera de vous répondre et d'échanger avec vous sans aucun problème. Alors, commençons tout de suite. Cyril, est-ce que tu peux nous faire peut-être, avant de passer directement à 2023, est-ce que tu peux nous faire un petit peu un bilan de 2022 et nous dire un petit peu où on en est et ce qui s'est passé pour 2022 et on verra par la suite qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi des fois quelques bonnes nouvelles. Donc Cyril, je t'en prie, à toi. Oui, alors effectivement, l'idée de ce webinaire, comme vous l'avez compris, c'est essentiellement d'étudier les différentes thématiques d'investissement qu'on va avoir pour 2023. Cela dit, on doit forcément évoquer cette année 2022 qui a été assez chaotique, disons, sur les marchés financiers. Donc, pour résumer, parce que je pense que tout le monde a en tête les grandes thématiques qui ont drivé cette année 2022. On sortait de 2 années de pandémie, de période de confinement, déconfinement. Et c'est vrai qu'on s'attendait en 2022, du moins au début d'année, à un certain rebond pour enchaîner sur la dynamique qu'on avait en 2021. Et c'est vrai que cet optimisme qu'on avait en tout début d'année a vite été stoppé, notamment donc, par la guerre en Ukraine fin février, et en parallèle par le retour en grâce des banques centrales, avec une action concertée de hausse des taux à la fois de la Banque centrale européenne et américaine, et donc qui ont engendré au sein des marchés financiers, sur l'ensemble des marchés, États-Unis, Europe, pays émergents, certains cataclysmes qu'on a tous connus, donc on a tous vu en 2022, et notamment une certaine corrélation sur les actifs qui fait que malheureusement, les investisseurs que nous sommes tous n'avaient malheureusement aucun endroit pour se cacher, pour essayer de préserver autant que faire se peut le capital, mais également la performance des actifs. Donc, finalement, en 2022, on est sur une année où la plupart des marchés terminent sur une performance entre moins 10 et moins 30%, avec un léger mieux sur l'Europe en fin d'année. Mais globalement, c'est sûr qu'on est sur une année 2022 qui restera malheureusement dans les mémoires pour des performances extrêmement négatives sur l'ensemble des actifs. Ceci étant dit, on commence, comme l'a dit Nicolas, avec des bonnes nouvelles en 2023. Comme vous l'avez très certainement vu, là, depuis 3 semaines, on a des performances assez extraordinaires sur les marchés. Donc, on démarre sur une toute autre dynamique 2023 par rapport à celle qu'on avait quittée fin 2022. Alors, on reviendra sur ces thématiques avec Alexandra, mais c'est vrai qu'en 2-3 mots, pourquoi autant de performances en 2023 ? Deux raisons à cela notamment. Une croissance dans les pays développés, notamment France, Allemagne, qui est plus résiliente qu'attendue. C'est vrai que 2022, tout le monde attendait la récession. On l'attendait au 3e trimestre, elle n'était pas là. On l'attendait au 4e trimestre, elle n'est pas venue. Et finalement, même au 1er trimestre 2023, on s'attend à une économie
qui sera en légère croissance positive. Donc, non pas un scénario de décroissance, mais plutôt un scénario de stagnation. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle qu'on a eue en tout début d'année 2023. Et également, bonne nouvelle au niveau de l'inflation, qui restera l'idée générale en 2023 sur laquelle on va revenir. Mais on a la confirmation avec les derniers chiffres que le pic d'inflation est désormais derrière nous et qu'on va pouvoir un petit peu respirer là-dessus et avoir un peu plus de visibilité. Donc voilà, année 2022 très compliquée pour toutes les raisons qu'on connaît, qu'on voit sur le slide. Ce qu'il faut retenir, selon moi, pour 2022, c'est vraiment qu'on rentre dans une nouvelle ère, une ère où le financement, où l'argent a un coût, mais également une ère où on va avoir de nouvelles opportunités, une nouvelle manière de penser les portefeuilles, de penser les allocations d'actifs. Donc, énormément d'opportunités à les saisir pour les portefeuilles et pour nos clients. Et c'est vrai que voilà, l'investissement action n'est plus la seule alternative. Et c'est ce qui va être intéressant en 2023. Oui, parce que quand on dit l'argent a un coût, on pourrait aussi dire l'argent rapporte. Parce que ça veut dire que le monétaire, qui est quand même un placement probablement le moins risqué, et va potentiellement commencer à rapporter, ce qui n'était plus du tout le cas avant, hein, puisqu'on ne pouvait pas placer du cash et on avait des taux d'intérêt négatifs, ça ne rapportait rien en fait. Exactement. Sans rentrer dans les détails techniques, c'est vrai que là, depuis quelques jours, toutes les dettes à taux négatifs ont disparu du fait de la hausse des taux continue qu'on a vu en 2022, qui va continuer mais décélérer en 2023. Et donc, encore une fois, les actions ne sont plus la seule alternative, ce qui n'était pas le cas depuis plusieurs années. Et donc, on va, comme je le disais, avoir pas mal d'opportunités à saisir. Et c'est l'une des bonnes nouvelles qu'on va essayer de développer avec Alexandra pour les thématiques d'investissement 2023. Parfait. Merci Cyril pour cette petite introduction et ce petit bilan de 2022 qui n'était pas forcément réjouissant en termes financiers puisque quand on était au mois de janvier, on se disait, les banques centrales ont injecté pas mal de cash dans l'économie, il y a une reprise, le Covid est en train de s'estomper, etc. Ça va être super, grosse année et autres. Et puis, guerre en Ukraine, inflation, hausse des taux, etc. On va revenir sur certains points qu'on vient de mentionner sur ce bilan pour voir un petit peu comment ça pourrait évoluer dans le futur et notamment sur 2023. Et le premier grand thème qui nous occupe, c'est la hausse des taux, puisque on en a tous entendu parler, qu'on connaisse, qu'on comprenne, qu'on sache réellement ce que ça veut dire ou pas ce que ça veut dire. On en parle partout, mais partout. Alexandra, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur cette hausse des taux, nous expliquer un petit peu où ça en est et qu'est-ce qu'on est en train de faire là-dessus et pourquoi les banques centrales ont pris ces décisions, quelles sont les conséquences, etc. Oui, bien sûr. Alors, je vais essayer d'être claire parce que c'est assez technique, mais globalement, d'abord, il faut comprendre quel est le mandat de la Banque centrale européenne, quel est son objectif et quelle est la situation antérieure qui nous a mis dans la situation actuelle. Alors, tout le monde le sait, la Banque centrale européenne a le mandat principal de stabilité financière, de stabilité des prix, et son objectif, il est relativement clair, il est de ramener l'inflation à 2% à moyen terme, ce qui devrait prendre un certain temps. La politique restrictive, donc, a de grandes chances d'être maintenue, et la hausse des taux, c'est une mauvaise nouvelle, devrait peut-être pas tant que ça, on va le développer après, mais la hausse des taux devrait très certainement se poursuivre. Alors, au total, depuis juillet dernier, la BCE a relevé ses taux de 250 points de base, ce qui fait 2,5%, et elle devrait continuer de les relever de manière significative lors de ces 2 prochaines réunions de politique monétaire qui sont prévues en février et en mars prochain. Donc, attendons-nous, là, d'ici quelques semaines, à une nouvelle hausse des taux. Maintenant, j'aimerais juste expliquer pourquoi on augmente les taux et d'où on vient.
Eh bien, pour ça, il faut remonter un petit peu en arrière, quelque part en 2008, avec la faillite de Lehman Brothers. Donc, à ce moment-là, toutes les banques centrales se lancent dans une mise, des achats d'actifs qui ont pour objectif de baisser les taux et notamment de faire ce qu'on appelle du quantitative easing. Ça aussi, c'est une expression qu'on a beaucoup entendue. Alors, qu'est-ce que c'est que le quantitative easing? C'est finalement le fait pour une banque centrale d'acheter des actifs avec de la monnaie qu'elle crée. Et normalement, quand une banque centrale veut attiser l'économie, eh bien, elle se contente tout simplement de prêter à très court terme un peu plus d'argent que d'habitude aux banques, ce qui a pour effet de faire baisser les taux d'intérêt. Ces baisses, elles sont répercutées par les banques sur leurs clients et ça favorise l'emprunt. Seulement, quand les taux sont proches de zéro, eh bien, cet outil qu'on appelle outil conventionnel ne fonctionne plus. Et là, les banques ont recours au quantitative easing. Donc, c'est le fait d'acheter des titres finalement sur le marché. L'argent qui va être créé ne va pas directement aux États, mais aux détenteurs de titres. Et ceux qui vendent ces titres, eh bien, dépenseront ou investiront l'argent, ce qui aura comme effet de soutenir l'économie. Et donc, l'objectif, quand on a fait ça entre 2012 et 2020, eh bien, l'objectif, c'était finalement d'éviter que la zone euro ne rentre en déflation, qui est finalement peut-être un mal beaucoup plus néfaste pour l'économie que l'inflation. Alors, pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans une situation d'augmentation des taux? Eh bien, tout le monde l'a compris, tout simplement pour juguler l'inflation. Et la slide que vous présentez, Nicolas, explique très simplement ce phénomène. Quand la Banque centrale relève ses taux d'intérêt directeurs, eh bien, ça a strictement l'effet inverse de ce que je viens d'expliquer. Ça a deux conséquences. Un, l'augmentation du coût de financement par les banques, ce qui a pour effet de diminuer le crédit. Évidemment, le corollaire de ça, c'est que l'épargne est beaucoup plus attrayante et on épargne moins, on épargne plus, pardonnez-moi, on consomme moins et donc il y a une diminution de la demande et ça va permettre de ralentir l'inflation. Voilà. Et de baisser les prix, oui. Et donc, c'est vrai qu'on a tous entendu parler ces dernières semaines, et on l'a tous vu, hein, le livret A qui passe de quasiment 0 et qui aujourd'hui est, je ne sais même plus, 2,5 3 non? Il est, oui, à 2,5%. Voilà, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, à 0 ou 0,5, il n'attirait plus personne. À 2,5, les gens commencent à se poser les questions. À 3, 4, 5%, ça redeviendra un outil qui est clairement… 3%, ça redeviendra un outil qui est clairement très intéressant puisque il va permettre d'épargner, alors petit montant, mais effectivement de pouvoir avoir quelque chose de sûr avec un taux assez intéressant. Ce qu'il faut voir également, c'est que, comme l'a dit Alexandra, cet argent, du coup, n'est pas remis dans l'économie, n'est pas utilisé pour dépenser, acheter des biens à droite à gauche et résultat, moins de demandes, donc baisse de prix. Donc la hausse des taux, c'est pas, on va dire, on voit ça comme étant quelque chose de négatif, mais il y a quand même pas mal d'opportunités derrière et il y a une justification à cette hausse des taux qui est assez claire ici. L'autre point qu'on mentionnait et dont vous avez sûrement entendu parler ces derniers temps, c'est l'inflation. Donc, on voulait vous montrer, encore une fois, pour ceux qui nous suivent un petit peu plus et qui assistent régulièrement à nos webinaires, vous savez qu'on aime bien mettre en perspective. Alors, des fois, ça veut tout et rien dire, mais je trouve que c'est extrêmement important de voir un petit peu, quand on parle d'inflation, qu'on dit « Ouh là là, attention, inflation, c'est la catastrophe, etc. », de voir un petit peu en termes d'inflation où on en est par rapport à un cycle un petit peu plus long plutôt que ces 3 ou 4 dernières années. Donc, là, vous avez un slide qui représente ce qui a été fait, enfin l'inflation qu'il y a eu sur les 100 dernières années ou 120 dernières années. Alexandra, vous vouliez peut-être nous en toucher 2 mots sur ce slide?
Oui, tout à fait. Alors, je voudrais juste rajouter un point sur la hausse des taux. C'est vrai qu'on a été mal habitués ces 10 dernières années avec des taux d'intérêt négatifs, de l'argent pas cher, voire même de l'argent magique. Mais économiquement, cette parenthèse enchantée, comme je l'appelle, c'est une anomalie en réalité. Les taux négatifs n'existent pas. D'ailleurs, tout le monde a mis un peu de temps à comprendre toutes les conséquences. Mais effectivement, le fait, donc, comme on l'a dit, de remonter les taux va permettre de ralentir et de juguler cette inflation. Et sorti d'une période où effectivement les taux étaient négatifs et où on ne connaissait quasiment pas d'inflation, un taux aujourd'hui à 5,2%, puisque c'est le taux d'inflation en moyenne sur l'année 2022 en France. On a l'impression que c'est un taux extraordinairement élevé, mais effectivement, si on regarde un peu dans le passé ce qui s'est passé, notamment le pic d'inflation à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, avec un taux d'inflation qui avoisine les 60%, ou encore les taux d'inflation qu'on a connus après les 2 chocs pétroliers, où l'inflation dépassait les 10%. Aujourd'hui, on peut voir que les banques centrales jouent quand même assez bien leur rôle de stabilité financière, parce que même si effectivement, alors moi je dis c'est toujours un peu comme la météo, il y a une inflation, un taux objectif, et il y a l'inflation ressentie par les ménages dans leurs habitudes de consommation. Mais en réalité, dans l'absolu, de manière objective, le taux d'inflation qu'on connaît aujourd'hui n'est pas un taux extraordinairement haut. Et alors, je voudrais juste dire 2 choses importantes. La première, c'est qu'effectivement, il faut relativiser cette inflation qui reste un peu embêtante pour le porte-monnaie, mais quand on regarde un peu l'historique, elle n'est pas catastrophique. Et la deuxième, c'est que si on regarde les choses positivement, eh bien finalement, mécaniquement, l'inflation, elle va favoriser malgré tout les emprunteurs, car le niveau de leur dette réelle va diminuer. Si j'emprunte à 3%, on va peut-être le développer un peu plus tard, là on est encore dans l'introduction, mais si j'emprunte à 3% et que mon taux d'inflation est à 5,2, en réalité, en taux réel, je suis encore en taux négatif. Merci Alexandra, et on voulait en fait partager avec vous pas uniquement les points qu'on a vus un petit peu négatifs, on va dire, de l'année 2022 et de ce que vous entendez dans les médias à droite à gauche, mais on voulait aussi partager avec vous plutôt des bonnes nouvelles. Donc, une des bonnes nouvelles, on voit les prévisions pour l'inflation de 2023. Alors, peut-être encore une petite hausse jusqu'au milieu d'année, mais avec la probabilité que derrière, il y ait une baisse par rapport à cette année. Donc, c'est une de ces bonnes nouvelles. Alexandra, vous vouliez commenter rapidement ce point-là également ? Oui, disons que là, selon les économistes, on est en train de rentrer dans une période de désinflation. Alors, attention à ne pas confondre avec la déflation. La désinflation, c'est un ralentissement de l'inflation ou une baisse de l'inflation. Alors après, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, mais et je ne sais pas réellement dire, peut-être que Cyril a plus d'informations de ce côté-là, si ce ralentissement va perdurer ou au contraire il va augmenter. Mais a priori, les outils utilisés par la Banque centrale européenne nous permettent de dire que l'inflation devrait se stabiliser. Alors, et si on entend Michel-Édouard Leclerc, a priori sur les produits alimentaires, ouais, ça devrait augmenter. J'ai entendu la même chose. Ouais. Je crois qu'on a tous entendu la même chose de Michel-Édouard Leclerc, mais c'est pas lui non plus. Moi, j'écoutais aussi. Je pense qu'il est surtout en pleine renégociation des tarifs avec ses fournisseurs et qu'il fait aussi pas mal de propagande à la télé pour essayer de négocier derrière pour son propre compte. Cyril, est-ce que tu veux ajouter un petit peu ? Juste un point pour ajouter tout ce que nous a expliqué Alexandra. Effectivement, donc on a confirmation d'après les derniers chiffres
que le pic d'inflation est derrière nous, qu'on a atteint un plateau à la fois dans les pays émergents, en Asie et en Europe. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. C'est pas encore le cas aux États-Unis. C'est ce qui explique que les performances sur les marchés actions américains sont un petit peu à la traîne depuis le début de l'année. C'est vrai que en Europe, on est plutôt sur du plus 6, plus 7% en termes de performance depuis le début de l'année. On est sur une performance à 2 chiffres en Asie, notamment en Chine, alors qu'aux États-Unis, on est plutôt sur du 3-4%. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, on pense que l'inflation pourrait potentiellement encore un petit peu augmenter. Pourquoi ? Et j'en profite pour répondre à l'une des questions qu'il y a dans le chat sur la boucle prix-salaire. C'est vrai que la Banque centrale, la BCE, peut être assez satisfaite car elle arrive à juguler l'inflation. Alors, cette inflation qui est en baisse, effectivement, il faut aller dans le détail, mais tout ce qui va être alimentaire va continuer à augmenter. En revanche, une grosse partie de ce qui fait l'inflation, c'est bien évidemment les prix de l'énergie et qui sont en forte baisse après les pics qu'on a connus en milieu d'année 2021. Donc, c'est ce qui explique un petit peu la baisse de l'inflation. Donc, pour répondre à la question, en Europe, on n'attend pas ce cercle vertueux de hausse des taux d'intérêt, hausse de l'inflation, hausse des salaires et hausse des salaires qui engendrerait de nouveau une hausse des prix. A priori, on ne va pas rentrer dedans en Europe parce que les négociations salariales sont mises en place de sorte à ce que on ne rentre pas dans ce cercle vertueux. Alors qu'aux États-Unis, où on a un marché de l'emploi qui est encore très très fort, même si en Europe, on n'est pas sur du plein emploi, mais quasi. Aux États-Unis, on a un marché de l'emploi qui est très fort, on a encore des hausses de salaire qui sont assez vigoureuses, et donc on s'attend à une inflation plus importante aux États-Unis qu'en Europe. Effectivement, on est sur une trajectoire plutôt descendante, au moins pour le premier, deuxième trimestre. Après, on va avoir des petits accidents par-ci par-là en 2023, mais a priori, de manière globale, on va avoir une baisse de l'inflation. Après, attention, on va rester sur des niveaux d'inflation entre 2 et 4% peut-être en Europe, quand le mandat de la BCE, c'était 2% auparavant. Après, comme l'a dit Alexandra, il faut garder en tête qu'on est sur des taux d'intérêt, des taux réels négatifs. Taux réels, qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est quand vous prenez le niveau des taux d'intérêt moins l'inflation. Bon, ça veut dire qu'on est quand même dans un épisode de taux encore intéressant pour l'emprunteur, pour l'investisseur. Mais merci pour ces informations. Encore une fois, je pense que c'était très important de clarifier quelques points qu'on nous présente toujours comme extrêmement négatifs et qui font peur. Mais l'idée, c'est d'essayer aussi de mieux comprendre ces points-là pour les aborder de la meilleure des façons. Alors, un point, on parle de quand même 1/6 du marché mondial, c'est la Chine, et on sait très bien que la Chine s'est complètement fermée sur elle-même lors du Covid, etc., et donc a absolument tout fermé. Et on voit qu'il y a une réouverture de la Chine et qui va faire du bien aussi à l'économie mondiale. Cyril, rapidement, parce qu'il y a quand même pas mal de points à traiter derrière, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, bien sûr. Alors, très, très rapidement, effectivement, parce que le temps passe vite. La Chine, c'est une des grosses thématiques des gérants d'actifs pour 2023. Pourquoi ? Parce que la Chine a vécu une croissance compliquée, on va dire, sur les 2 dernières années, pour différentes raisons, notamment politiques. Et tout le monde attendait un rebond de la Chine, notamment en fin d'année 2022. Après, en fait, l'anniversaire du Parti communiste. Bon, finalement, ça n'a pas eu lieu fin d'année, mais la réouverture de la Chine a eu lieu en début d'année, avec, comme on le voit sur le graphe, une prévision de croissance au premier trimestre 2023 qui va retrouver les niveaux d'antan, les niveaux des pays en voie de développement supérieurs à 6%. Pourquoi ? Parce que voilà, on sort de la politique zéro Covid. Je pense que tout le monde a entendu ce qui se passait en Chine. Alors effectivement, il y a énormément de contamination, mais les usines sont en train de repartir. Les touristes chinois sont en train de nouveau de voyager, pour avoir fait quelques capitales européennes en début d'année. Ils sont là, de nouveau, ils consomment, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et il y a également énormément de consommation intérieure en Chine, ce qui explique aussi les prévisions de croissance.
Par ailleurs, il y a quand même le gouvernement chinois, et ça, c'est pas une mince affaire, qui a confirmé vouloir continuer à pousser une croissance à la hausse, notamment sur le secteur technologique, et qui, parallèlement à ça, va continuer non pas à soutenir le marché immobilier, parce que c'est vrai que le gros point noir du marché chinois, c'est l'immobilier. Donc, le gouvernement chinois a confirmé qu'il allait continuer à jeter un œil, non pas à soutenir tous les acteurs, mais à soutenir les best in class, comme on les appelle, pour essayer de coûte que coûte d'éviter une crise systémique, même si, encore une fois, on n'est pas du tout sur les mêmes caractéristiques de ce qu'on a vu aux États-Unis en 2008, ce qui avait été aux prémices de la grande crise. Donc voilà, la Chine aujourd'hui, qui est le marché chinois qui est déjà à plus 17, plus 18% de performance depuis le 1er janvier, ce qui est exceptionnel, mais qui a encore un petit peu de jus derrière. Donc c'est vrai que c'est une des grosses thématiques d'investissement pour 2023. Merci beaucoup, Cyril, là-dessus. Dernière petite chose, deux dernières petites choses au sujet des bonnes nouvelles, malgré tout. Alexandra, il y a un changement sur le barème de l'impôt sur le revenu et une mensualisation des taux d'usure. Je vous donne 1 minute pour faire les deux. Ok. Allez, donc sur la mensualisation du taux d'usure, à partir du 1er février, le taux d'usure sera calculé tous les mois, alors qu'auparavant, il était calculé tous les trimestres, ce qui occasionnait un décalage entre l'augmentation progressive des taux de la BCE, pardonnez-moi, et du taux d'usure. Donc, désormais, les dossiers qui n'étaient plus éligibles à cause de ça devraient l'être. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que ça va être un dégrippant, je pense, du crédit immobilier. Et la deuxième bonne nouvelle… en effet, ouais. Ouais. Et la deuxième bonne nouvelle, celle-ci, elle vient du gouvernement, puisque la loi de finances pour 2023 revalorise notamment les tranches du barème de l'impôt sur le revenu en raison de l'inflation. Et les limites des différentes tranches, on le voit sur le tableau, sont revalorisées de 5,4%. Ce qui veut dire que quelqu'un qui gagnait 26 500 € était en 2022 dans la tranche marginale de 30%. Désormais, en 2023, il passera à 11%, ce qui occasionnera par là même une réduction de son impôt sur le revenu. Voilà, donc ça, c'est la bonne nouvelle aussi. Parfait. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour ce côté un petit peu plus positif que ce qu'on entend généralement dans les informations grand public. C'était important pour nous d'aborder ces points-là. On va maintenant entrer plus dans la phase de comment placer son argent et peut-être quelques pistes de placement pour 2023. Avant ça, je veux rappeler une chose importante. Tout ce qu'on va vous dire là, ça n'engage en rien. On vous conseille tous de prendre rendez-vous avec un conseiller financier puisque chaque personne est différente. Chaque cas est unique. Peut-être qu'un investissement qui est recommandé ou qui est proposé ici ne vous convient pas parce que ça ne va pas dans votre profil de risque, etc. Donc, s'il vous plaît, ici, c'est une présentation générale, mais chaque cas est unique. Donc, n'hésitez pas à demander conseil à Alexandra, Cyril ou aux autres conseillers qui sont membres de notre plateforme. Ils sont là pour ça et c'est les seuls qui vont être capables de vous faire un job, on va dire, sur mesure. Cyril, première thématique porteuse dont tu voulais nous parler. Voilà, je te laisse expliquer le chart qui est devant nous et pourquoi tu as choisi ce chart pour illustrer une thématique qui, toi, t'intéresse fortement. Bon, j'ai déjà fait un peu de teasing là-dessus. Donc, effectivement, ma première thématique pour 2023, c'est les marchés asiatiques. Donc, comme j'ai expliqué, voilà, on a déjà eu une très, très belle performance depuis le début de l'année. Mais en fait, ce qu'on voit à l'écran, c'est un des indices les plus suivis pour suivre la performance des marchés asiatiques, Chine, Japon et Asie du Sud-Est. Donc, on voit qu'on était sur une performance négative continue depuis début 2021 et même fin 2020.
et que depuis le 4e trimestre 2022, on a un rebond. Alors, rebond attendu, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on a passé le Parti communiste, on a eu la réélection qui était certaine de Xi Jinping, mais qui lui a permis de desserrer un petit peu les liens et de desserrer la politique zéro Covid. Et c'est ce que les investisseurs attendaient pour se repositionner sur les marchés chinois. Donc, ça explique un petit peu le rebond très, très virulent qu'on a eu depuis quelques semaines. Cela dit, on estime avec nos analyses qu'on a encore pas mal de performances à aller chercher sur l'ensemble de ces marchés. Quand on dit l'ensemble de ces marchés, donc c'est la Chine, c'est l'Asie du Sud-Est, et notamment des pays, par exemple, comme le Vietnam, qu'on apprécie beaucoup, nous. Pourquoi ? Parce que on a une main-d'œuvre qui est moins chère qu'en Chine, et c'est vrai qu'on voit pas mal d'entreprises chinoises qui délocalisent au Vietnam, et on est sur un pays avec une certaine stabilité politique, donc ce qui est aussi très important pour nos investisseurs. C'est vrai qu'après les quelques années conflictuelles qu'on a connues et qu'on connaît toujours, investir sur des pays assez stables politiquement, c'est quand même un point très important. Donc, thématique porteuse pour 2023, les marchés asiatiques. Pourquoi ? Parce qu'on a des points d'entrée en termes de valorisation intéressants. On a un potentiel de performance extrêmement intéressant, notamment par rapport à ce qu'on peut avoir en Europe. Et encore une fois, sans trop rentrer dans le technique, le fait qu'on a un dollar qui a priori sera un petit peu moins fort en 2023, permettra aux pays émergents et notamment aux pays d'Asie du Sud-Est de retrouver une croissance très positive pour 2023. Ok. Donc, première thématique, investissement Asie générale, voire Asie du Sud-Est. Deuxième thématique celle-là est en lien avec tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Voilà, exactement. Pareil, très, très rapidement aussi. Deuxième thématique, c'est le retour en grâce des fonds obligataires. Alors, c'est vrai que les fonds obligataires qui sont considérés comme des fonds peu risqués n'ont pas rempli leur job d'amortisseur de risque en 2022 du fait de la hausse des taux. On voit sur le graphe à l'écran, en fait, c'est les performances depuis le début de l'année 2022 des différents secteurs obligataires. Alors, c'est les obligations d'entreprise, on pourra rentrer dans le détail lors de prochains rendez-vous. Mais ce qu'on voit à l'écran, c'est qu'on est toujours en performance négative depuis à peu près 12 mois. Et donc, comme sur le marché asiatique, on a des points d'entrée très intéressants. Et la grosse thématique depuis le début de l'année, c'est ce qu'on appelle des fonds à maturité. Donc, investir dans des fonds obligataires sur des maturités entre 2 et 5 ans qui vont délivrer aujourd'hui une performance supérieure à 4%. 4%, 5% pour aller sur des obligations relativement peu risquées. Donc, ça permet en fait de loquer une certaine performance dans les portefeuilles avec un couple rendement-risque qui est somme toute extrêmement intéressant. Donc, ça, c'est la deuxième Petit rappel, les obligations, alors qu'on appelle peu risquées, on va principalement appeler ça des obligations investment grade. Et vous avez tous entendu parler lors de la crise des subprimes de ces fameux ratings qu'il y a sur notamment les obligations et ces agences de notation qui vont vous permettre de définir le risque de l'obligation et donc de la société émettrice de l'obligation dans laquelle vous investissez. Et effectivement, certains de ces fonds vont avoir des risques, vont investir dans des obligations à risque plus élevé et d'autres qui vont se contenter sur des obligations à risque un petit peu moins élevé. Et même avec ces obligations-là, Cyril, tu nous disais qu'on peut quand même aller chercher un rendement assez intéressant de 4-5% cette année. C'est le bienfait de la hausse des taux, c'est qu'on retrouve des alternatives aux actions, comme on disait au début du webinaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde obligataire, qui était à des taux entre 0 et 1 depuis quelques années, retrouve des performances et des taux de rendement assez intéressants, supérieurs à 4%. Une autre thématique dont tu voulais parler, c'est peut-être les marchés. Voilà, vas-y. Dernière thématique, non pas porteuse, mais sur laquelle il va falloir se méfier plutôt. Donc, thématique porteuse, on était sur la Chine et
les fonds obligataires. Là, je voulais attirer votre attention, parce que tout ne sera pas rose en 2023, attirer votre attention sur le fait que les États-Unis, on recommande plutôt de sous-pondérer, donc de diminuer l'exposition notamment aux actions américaines. Pourquoi ? Parce que ce qu'on voit sur le graphe, ça représente un petit peu la valorisation des entreprises, donc américaines pour la courbe en bleu, chinoise pour la courbe orange et européenne pour la courbe grise. Et ce qu'on peut déduire de ce graphe, c'est que la valorisation des actions américaines est encore, à notre sens, un peu trop élevée pour remettre de l'exposition dans les portefeuilles, que ce soit en assurance vie ou en compte titre. Donc, on est plutôt à attendre avant de revenir sur les marchés américains. Parfait. Merci Cyril. Donc, on reprend peut-être avant de passer à la partie 2 pour finaliser sur cette première partie. Donc, quelques bonnes nouvelles. On a vu ça tout à l'heure au sujet de la baisse de l'inflation, la réouverture de la Chine, le barème d'impôt sur le revenu et la mensualisation du taux d'usure, mais également 3 thématiques importantes et intéressantes selon Cyril, qui vont être donc le marché asiatique, le marché action asiatique, les obligations investment grade et la troisième thématique qui est peut-être une thématique d'attention, qui est le marché américain qu'il faudrait probablement sous-pondérer. Alexandra, 1 minute, comment investir du coup sur ces thématiques-là ? Comment faire ? Bon, alors en 1 minute, je vais essayer de donner 4 clés. La première, c'est en acceptant de porter un regard décalé et de se départir de ses préjugés, parce que ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Hein, on a entendu Cyril. La deuxième, je crois que c'est qu'il faut prendre très au sérieux. Nous, en tant que CGP, on demande toujours à nos clients, OK, vous avez de l'argent à placer, mais sur quel horizon de temps ? Et je crois que vu le contexte, la variable temps est une variable d'ajustement extrêmement importante. Quand on roule par temps de brouillard, on a tendance à ralentir sa vitesse. Et quand on construit son patrimoine avec peu de visibilité et des marchés qui sont relativement instables, il faut comprendre qu'il faut laisser du temps pour évidemment espérer un rendement et diminuer le risque. Troisième clé, déterminer de façon très précise ses objectifs en se posant les bonnes questions. Poser les bonnes questions, c'est en même temps commencer à y répondre. Et enfin, comprendre la prime de risque, c'est-à-dire ce qu'on appelle le couple rendement-risque, et comprendre que, en fait, ce qui est rémunérateur sur les marchés financiers ou même le marché immobilier, c'est de récompenser en fait le risque qu'un investisseur est prêt à prendre. Et en conclusion de cela, je dirais que l'accompagnement d'un professionnel réglementé est extrêmement important, nécessaire, voire presque indispensable. Et si vous me le permettez, Nicolas, j'en profite pour faire une toute petite mise en garde aux épargnants qui nous écoutent. Les périodes de crise, comme on est un peu en train de traverser, sont finalement un vivier très foisonnant pour beaucoup d'apprentis sorciers, de coachs en finance, de coachs en immobilier, qui, à coup de vidéos de 2-3 minutes sur les réseaux sociaux, font croire qu'ils détiennent les secrets de la pierre philosophale. Et je crois que le conseil en gestion de patrimoine, c'est une activité qui est contrôlée et réglementée. Et voilà, un conseil à nos épargnants, faites appel à des professionnels dans un environnement comme celui qu'on connaît aujourd'hui. Alexandra, Cyril, on est passablement en retard. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations, Alexandra. Je pense que c'était un point très important. N'hésitez pas effectivement à faire appel à des professionnels. J'ai tendance à dire que la finance, malheureusement, c'est comme la chirurgie. Ce n'est pas parce que vous regardez Grey's Anatomy que vous devenez chirurgien. Et ce n'est pas parce que vous regardez le Loup de Wall Street que vous devenez un as en finance. Donc, c'est pour ça qu'il y a des métiers, c'est pour ça qu'il y a des formations, c'est pour ça qu'il y a des licences, des autorisations. Donc, n'hésitez pas à prendre conseil auprès de professionnels. L'immobilier, je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller au travers tous les slides
concernant cette partie immobilière. Je vais vous poser peut-être quelques questions, Cyril et Alexandra, et on va essayer d'aborder cette thématique rapidement, même si je sais que c'est un point très important pour les épargnants qui nous écoutent. La première question que j'ai envie de poser pour Alexandra, c'est plutôt la partie crédit. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, Alexandra, il y a aujourd'hui, avec cette mensualisation du taux d'usure, peut-être la possibilité de revenir à des taux d'acceptation de crédit un petit peu plus intéressants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Qu'en pensez-vous? Bien, c'est vrai que la hausse des taux, elle entraîne une mise à l'écart du crédit pour certains épargnants qui voient tout d'un coup leur ratio d'endettement exploser, d'autant plus que les banques suivent l'avis contraignant du HCSF qui a émis il y a 1 an ou 2 maintenant l'obligation pour les banques. HCSF étant au commissariat à la stabilité financière, ou au conseil, pardon, à la stabilité financière, qui a émis un avis contraignant en demandant aux banques de ne plus dépasser ce fameux ratio d'endettement de 35%. Donc, c'est vrai que je disais tout à l'heure que la mensualisation du taux d'usure était seulement un dégrippant, parce que ça va déscléroser le marché, mais ça ne va pas encore le fluidifier, parce que cette hausse des taux et ce fameux plafond de verre avec le taux d'endettement ne va pas fluidifier complètement le marché du crédit. Cela étant, la hausse des taux, elle n'affecte pas forcément l'économie globale d'un investissement immobilier pour plusieurs raisons. La première, c'est que lorsqu'on est investisseur, je parle bien d'investisseurs, les intérêts sont fiscalement déductibles, donc plus ma tranche marginale d'imposition est haute et plus la déductibilité des intérêts présente un avantage fiscal. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand les taux d'intérêt augmentent, moi j'ai remarqué qu'il y a un effet balancier entre les taux d'intérêt et les prix de vente. Quand les taux d'intérêt sont hauts, eh bien, c'est les prix de vente qui ont tendance à diminuer, et inversement, quand les taux d'intérêt sont bas. Du coup, il faut choisir. On enrichit soit les banques, soit les propriétaires. Alors, pour ma part, je préfère enrichir les banques. Non pas que je les aime plus que les propriétaires, mais les taux d'intérêt, quand ils baissent, ils sont renégociables avec une banque. J'ai jamais vu qu'on allait revoir le propriétaire pour lui demander une diminution de prix quand l'immobilier baissait. Et donc, ça, c'est un vrai effet de levier. Donc, finalement, moi, je préfère emprunter quand les taux sont hauts parce que je sais que derrière, je vais possiblement renégocier mon crédit. Et puis, on l'a dit tout à l'heure avec Cyril, le taux réel pour un investisseur, il est quand même, cette fois-ci, si on se place du côté de l'investisseur, positif, puisque l'immobilier, c'est par excellence l'actif qui est, je dirais, peut-être le meilleur rempart contre l'inflation. Pourquoi? Parce que les loyers sont revalorisés par rapport à l'évolution des prix à la consommation, donc par rapport à l'inflation, et la valeur elle-même de l'immobilier suit la courbe de l'inflation plus 1 point dans le temps. Donc, en réalité, on est sur un actif qui va suivre l'évolution de l'inflation et donc qui est une bonne protection contre l'inflation. Donc merci beaucoup, Alexandra, pour ces informations. Donc, Cyril, pour résumer, selon toi, est-ce que c'est le bon moment pour investir dans l'immobilier? Est-ce que ce taux d'usure mensualisé va permettre de faire passer un peu plus de dossiers? Alors, on a bien compris qu'il y avait aussi une autre problématique qui était les 35%. Voilà, qu'en est-il? Cyril, qu'en penses-tu? Alors, plusieurs choses. Déjà, effectivement, il y a les règles du Haut Conseil de sécurité et de stabilité financière qui imposent aux banques certains ratios à respecter. Après, ce Haut Conseil a également tapé du poing sur la table en mettant en garde les banques qui ne respectaient pas leurs besoins de financement du particulier, en disant qu'ils n'offraient pas ces prêts. Comme on le voit sur le slide, on a eu une chute de la production des crédits au 4e trimestre qui est spectaculaire. Donc, à un moment donné, les banques vont devoir de toute façon réouvrir les vannes du crédit.
Ensuite, pour répondre à ta question, oui, clairement, c'est encore le moment d'emprunter et d'investir. Pourquoi Tout simplement, d'un point de vue mathématique, on est sur des taux d'intérêt réels négatifs. Donc, il reste très intéressant d'aller emprunter à 3, 3,5 et demain, on sera clairement à 4% sur des maturités à 20 ans pour investir dans l'immobilier, encore une fois, sur du long terme. Pourquoi ? Parce que comme l'a expliqué Alexandra, de toute façon, c'est le meilleur actif pour se protéger de l'inflation, notamment avec des loyers qui vont être indexés sur les niveaux d'inflation. Et clairement, votre taux de rentabilité interne restera positif. D'autant plus que quand on parle immobilier, encore une fois, je mets un petit disclaimer, on reste quand même sur des projections à long terme, sur des investissements long terme. Et clairement, il faut mieux emprunter de toute façon aujourd'hui à 3% que demain à 5%. Donc clairement, c'est encore le moment quand vous pouvez d'emprunter. Après, ça ne change pas qu'il faut rester extrêmement sélectif, bien entendu, sur le sous-jacent. Après, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais à voir, voilà, ça ne change pas le travail à faire en amont sur la sélection de l'actif dans lequel vous allez investir. Mais oui, clairement, il est toujours temps d'emprunter de l'argent. C'est un excellent levier pour se créer du patrimoine. Merci beaucoup, Cyril, pour ces informations. Donc oui, pour répondre à la question que beaucoup se posent, il va y avoir des opportunités pour de nouveau emprunter. Et oui, c'est encore le bon moment, effectivement, d'investir en immobilier. Comme l'a fait très bien remarquer et l'ont fait très bien remarquer Cyril et Alexandra, attention, pas n'importe où, pas n'importe comment, et attention aussi aux supports que l'on utilise. Un point important également qu'on voulait aborder avec vous très brièvement. On vous enverra évidemment cette présentation par la suite. Cyril, et si on misait sur autre chose pour 2023 ? On partait sur un investissement complètement différent, peut-être investissement passion, investissement dans les cryptos, qu'en est-il de l'infrastructure, du private equity ? Voilà, si on partait sur quelque chose de totalement différent, qu'est-ce que pour toi fait du sens aujourd'hui en 2023 ? Là, encore une fois, cette question, il faut y répondre au cas par cas en fonction du profil de risque, des objectifs bien entendu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même un univers d'investissement de sous-jacent qui est extrêmement large, extrêmement important. Il faut faire très attention. Mais c'est vrai que vous avez la possibilité, par exemple, aujourd'hui d'investir dans des fonds, dans des forêts, dans des vignobles, etc., qui sont extrêmement intéressants d'un point de vue diversification. Effectivement, on va pouvoir être complètement décorrélé des marchés financiers. On va avoir extrêmement peu de volatilité, donc de mouvement des prix, ce qui va stabiliser votre portefeuille. Attention, en termes de rentabilité, on ne va pas être sur des niveaux très élevés. Donc, c'est bien pour une petite poche de diversification à hauteur de 5-10% dans un portefeuille global. Une autre idée qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin depuis 2-3 ans, notamment en France, c'est tout ce qui va être fonds de private equity. Donc, ça va être des investissements dans des projets d'infrastructure, ça va être des investissements dans des TPE, PME, dans ce qu'on appelle l'économie réelle, qui sont des investissements à moyen long terme, plutôt sur du 8 à 10 ans, mais qui vont pour le coup offrir des rentabilités attendues. Ça reste des objectifs entre 8 et 10%. Donc, c'est très intéressant, encore une fois, avoir entre 5 et 15% de son portefeuille en private equity, c'est très intéressant, d'autant plus que la liquidité est de plus en plus importante sur ces supports. Aujourd'hui, il existe des fonds dans lesquels vous pouvez rentrer à partir de 1 000 euros. Quand il y a encore 2-3 ans, les tickets d'entrée étaient plutôt de l'ordre de 50 000 euros. Donc, cette idée de private equity est vraiment en train de se développer et d'être ouverte à tout le monde. J'apporte une précision rapide là-dessus. En sachant que le private equity est quand même un investissement à haut risque et il faut en être conscient puisque vous pouvez en tout cas avoir une perte en capital totale sur ces investissements-là. C'est pour ça d'ailleurs que Cyril, quand il en parle plutôt d'une allocation de quelques pourcents de votre épargne totale et non pas mettre tout ce que vous avez, etc. Et encore une fois, c'est au cas par cas et spécifique à
à votre appétence au risque. Voilà, je voulais juste faire une petite précision là-dessus, Cyril. Je parlais également crypto. Alors, je vais pas demander ce qu'il en est des cryptos. Je vais juste dire, est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, les cryptos ont une place dans l'environnement patrimonial global des Français? Voilà. Alors, quand on discute, et je pense qu'Alexandra a le même son de cloche, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas une discussion avec nos clients sans que le mot crypto ne sorte au milieu de cette discussion. Bon, on a tous en tête ce qui s'est passé en 2022 suite au scandale FTX, qui a fait beaucoup de mal au monde des cryptos. Aujourd'hui, le Bitcoin est en train de remonter. Ce qui est très important, quand vous voulez investir, c'est encore une fois de se rapprocher de professionnels. Il y a des fonds aujourd'hui spécialisés en crypto plutôt que d'ouvrir personnellement son compte sur Binance, qui est une quasi-certitude où vous allez perdre une grosse partie. Alors qu'aujourd'hui, en investissement dans des fonds crypto qui sont gérés par des professionnels, a priori, vous avez quand même une meilleure gestion de votre investissement. Après, ce qui va être intéressant aussi dans le monde des cryptos, c'est surtout d'investir dans tout ce qui va toucher à l'univers de la blockchain, qui est la vraie technologie derrière. Et là encore, on va avoir des fonds indexés sur la blockchain qui vont être investis dans des entreprises qui touchent à ces technologies plus qu'à la crypto-monnaie elle-même. Donc, c'est, à mon sens, encore une fois, la blockchain qui est vraiment un investissement d'avenir plus que la crypto en elle-même. Merci Cyril et Alexandra pour toutes ces informations. Merci pour cette présentation. J'ai vu qu'il y a quelques questions qui sont passées donc sur le chat. Est-ce que, Alexandra, selon vous, où en seront les taux d'intérêt dans 6 mois? On parlait tout à l'heure d'investir et d'emprunter potentiellement aujourd'hui parce que les taux d'intérêt restent relativement bas. Selon vous, dans 6 mois, dans 1 an, on en sera où? C'est une question difficile. J'ai pas de réponse définie. Comment? Il faut que tu sortes ta boule de cristal, là. Ah ouais, ouais. Je l'ai pas sous la main. Bon, je pense qu'ils seront. Alors, je dis ça. J'ai pas répondu à la question, mais je pense qu'ils seront plus hauts qu'aujourd'hui, puisque il est prévu, sauf nouvelle contraire, que la Banque centrale européenne en février et en mars prochain augmente de nouveau ses taux directeurs. Donc, a priori, on se dirige vers de nouvelles augmentations de taux. D'accord. Donc, on pourrait imaginer que dans 6 mois, 12 mois, effectivement, notre possibilité et notre taux d'emprunt sera probablement plus élevé qu'aujourd'hui. Il y a de fortes... C'est plutôt ce scénario-là qui se dessine plutôt que l'inverse. On est d'accord. Ouais. Cyril, j'ai vu une question passer également. Est-ce que, on sait qu'aujourd'hui, l'assurance vie est une des solutions préférées des Français pour investir. Est-ce que les contrats ou tous les contrats d'assurance vie nous permettent d'investir dans les thématiques dont tu as parlé, par exemple le marché action asiatique, par exemple les obligations investment grade, etc. Est-ce qu'il faut des contrats spécifiques? Est-ce qu'il faut des compagnies d'assurance spécifiques? Voilà. Est-ce que tu peux nous aider là-dessus? Alors, il existe aujourd'hui une multitude de contrats d'assurance vie. La plupart, je dis bien la plupart, vont vous permettre d'investir sur l'ensemble de ces thématiques, que ce soit l'Asie, le marché obligataire, le private equity. Après, notre rôle à nous, CGP, ça va être justement d'aller sélectionner le meilleur contrat en fonction des besoins de l'investisseur, à savoir est-ce qu'on va aller chercher vraiment des fonds très particuliers sur l'une ou l'autre des thématiques. Donc, a priori, on connaît plus ou moins les fonds qui vont être référencés dans chaque contrat. Donc, notre rôle, ça va être de sélectionner le meilleur contrat, le contrat le plus adapté au client, en prenant bien évidemment en compte l'aspect des frais qui sont liés à ce contrat. Je vois une autre question. C'est vrai que l'immobilier intéresse, et ce sera la dernière qu'on prendra ce soir parce que il faut qu'on essaye de rester à l'heure. Donc, je vois qu'il y a une question où on demande est-ce que du coup,
il faut vite essayer d'emprunter et d'investir dans l'immobilier si c'est notre intention, plutôt que d'attendre dans 6 mois ou 1 an pour peut-être éviter des taux d'intérêt un peu plus élevés. Alexandra, vous en pensez quoi? En 1 seconde, oui. Alors, pas dans l'urgence, parce qu'on ne fait rien dans l'urgence, mais si effectivement l'objectif, c'est d'investir dans l'immobilier, oui, il faut y aller et il faut le faire maintenant. Ouais. Parfait. Il y a encore d'autres questions, on a vu. On y répondra après le webinaire directement par email. On vous répondra. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Merci Cyril, merci Alexandra pour cette présentation. Je vous rappelle que Neofa, c'est un nouvel écosystème, un nouvel environnement où vous pouvez en toute confiance trouver le conseiller financier qui va vous aider à créer, développer et gérer votre patrimoine. N'hésitez pas à y faire un tour, à prendre rendez-vous avec Alexandra et Cyril et qui vous aideront clairement à justement peut-être placer cet argent en 2023. Je vous remercie à toutes et à tous d'être venus et on vous enverra très bientôt les dates et la thématique du prochain webinaire. À très bientôt et bonne année 2023 à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.